Amis rôlistes, bonjour. Alors, en cette veille de commémoration d'I-Day, du 80e anniversaire du débarquement allié, je voulais en fait commémorer un peu à ma manière cet événement historique. Et bien sûr, en restant dans le jeu de rôle et en faisant un peu d'archéo-roulis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un jeu qui se trouve ici dans la bibliothèque que j'ai depuis fort longtemps maintenant, qui s'appelle Behind Enemy Line, qui a été édité par FASA en 1982. C'est tout simplement le... Alors ça, c'est la première édition. Je crois qu'il y en a eu une deuxième. C'est tout simplement le premier jeu de rôle, en fait, consacré à la Seconde Guerre mondiale. Donc il a été édité en 1982. Je vais vous montrer un peu tout ce qui en retourne, en sachant que ce jeu a quand même obtenu à son époque le prix H.G. Wells pour le meilleur système de jeu de rôle de 1982. Voilà, donc aujourd'hui j'ai un peu d'archéologie, Behind Enemy Lines, d'idées, célébrations, etc., etc. Voilà, je vous parle de ça aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer le contenu. Donc, on est dans une boîte, une grosse boîte de... Comme FASA les faisait, c'est au même format que celle de Star Trek. Et donc, en fait, voilà, donc une bonne grosse boîte, voilà ce qu'on avait. Et donc, je vais vous montrer déjà le contenu. Alors, le contenu, un peu le bordel. Donc, il avait 3 livrets. Le livret 1 qui concerne la création de personnages et les règles en elles-mêmes. Donc il y a une centaine de pages, hein, grosso modo. Le livret 2, en fait, qui est un livret, et je vous montrerai le contenu plus tard, qui est dédié uniquement aux tables de rencontre, car c'est un jeu qui se base énormément sur les tables de rencontre. Vous pouvez, enfin oui, au moment quand vous allez faire vos missions, en fait, vous allez vous baser sur ce livret pour déterminer les rencontres éventuelles. Et justement, à propos de mission, nous avons le 3e livret qui lui contient les scénarios. Alors, il contient 3. Il contient 3 missions qui sont des scénarios et 4 incidents. En fait, des incidents, ce vont être des grosses scènes, en fait, à intégrer dans vos parties éventuellement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, on a des fiches cartonnées avec les différentes tables du jeu. Donc on a certaines... Voilà, il n'y avait pas d'écran. Hein. Donc voilà, les tables du jeu. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a des feuilles de personnages donc à photocopier. D'ailleurs, vous regarderez que sur l'autre, il y a un de mes persos encore de l'époque. Des battle maps. Donc bien sûr, hein, dans le standard de l'époque, bien sûr, on est bien loin du standard actuel en fait des battle maps, mais bon, il mérite d'exister. Hein, il y en a quelques-unes quand même. Hein, je vous présenterai bientôt un autre jeu qui en a aussi, et bon, qui est beaucoup plus récent. Voilà. Et la dernière, non pas la dernière, parce qu'il y en a encore. Hein, enfin, vous avez quand même pas mal de possibilités. Hein. Voilà. Et là, par contre, on arrive aux dernières. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus, d'ailleurs voilà, alors ça, c'est des petites cartes, en fait, pour donner à vos joueurs, pour planifier leurs actions, hein, par rapport aux missions qui sont dans le jeu. Voilà. Qu'est-ce que c'était de ça? C'est toujours marrant hein, de sortir des vieux papiers qu'on n'a pas ouverts depuis 40 ans. Behind Enemy Line, voilà, voilà, un personnage. Hein, la feuille de perso, voilà, hein, vous voyez. Donc, la feuille de perso, ça devait être, j'avais fait mes NPC là-dessus. Non, c'était pas les NPC, ça c'était le reste du groupe, parce que vous allez voir, c'est un jeu quand même vachement mortel. Hein, voilà. Et on avait, alors là, je ne vais pas vous les sortir, je vais vous montrer dans la boîte, on avait un certain nombre de pions hein, pour positionner sur les battle maps. Voilà sur le contenu. Alors maintenant, le contenu général de la boîte, maintenant je vais rentrer un peu dans le détail. Alors on est dans un archéo-roulis, hein, donc je vais faire un peu plus condensé qu'habituellement, et on va feuilleter un peu ensemble tout ça, pour vous faire découvrir ce que c'était ce jeu. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne jouait que des soldats américains.
Il y a une extension, en fait, il y a eu un sourcebook sur les commandos britanniques, mais de base, on ne joue que les soldats américains. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Alors, c'est un système relativement simple hein, pour l'époque. Se joue avec 2d6, avec une valeur à dépasser, et puis des différents modificateurs. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? Donc, les caractéristiques de vos personnages. Et ici, alors, vous voyez un peu les illustrations qu'on pouvait avoir. Elles n'étaient pas si mal. Alors, il y en avait assez peu. Hein. Je vais vous montrer un peu le layout, enfin, voilà, la forme, en fait, du bouquin. Ouais. Bon, j'aimais bien. Les illustrations étaient relativement sympas. Voilà, donc on se retrouve quand même. Et je vais vous dire un truc, je vais me faire un petit plaisir. J'adore l'odeur des vieux papiers, et en fait, le vieux papier de l'époque qui était assez épais, presque buvard, avec son odeur si particulière. Voilà, bah, bon, on refrète ma boule, oui, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait les caractéristiques, on avait la force, endurance, manipulation des armes, l'agilité et la stamina, en sachant que l'endurance, c'était quoi? C'était déjà des points de vie d'endurance, hein, vous pouvez tomber à zéro, quand vous tombiez à zéro, vous tombiez inconscient, c'était surtout sur des actions genre courir, sauter, machin, etc., nager, peu importe, vous pouvez perdre des points d'endurance et les regagner. Hein. Et la stamina, elle, c'était vraiment les points de vie. Alors, tout est caractérisé par un D6 plus 4, et avec une moyenne pour la stamina. Un petit truc drôle, c'est qu'au début, vous tirez en fait le poids de votre personnage, parce que mine de rien, bah, c'est important, quand il va falloir le tirer sur le feu de l'ennemi, il vaut mieux savoir, vaut mieux savoir combien il pèse, pour le tirer, ça va pas être si simple des fois s'il est assez costaud. Voilà, donc vous aviez des caractéristiques, vous aviez des talents, vous voyez. Alors, on déterminait au départ si votre personnage était issu d'un milieu de ville ou de campagne, et en fonction de ça, vous obteniez déjà des talents, en fait, dans des compétences hein, qui avaient un niveau, hein, par exemple, fusil, niveau de 1 à 6, pistolet de niveau de 1 à 6, voilà. Donc les skills de background, les skills de base, et vous aviez à la fin de la création de votre personnage, en fait, son expérience au combat qui allait lui donner des points à répartir parmi les différentes compétences. Voilà. En fonction de sa force, qu'est-ce qu'il pouvait porter, etc., etc. Alors, vous noterez que c'est un peu le bordel quand même dans l'agencement des règles, parce qu'on part de la création de personnages, et c'est tout, hein, en fait. Alors, comme je vous l'ai dit, voilà, hein, un exemple de personnage qui avait tiré à l'époque, c'est assez succinct, hein, comme feuille de personnage. Et où c'est le bordel, c'est qu'on arrive, dès qu'on a fini de tirer les personnages, on arrive sur les blessures. On n'a pas parlé de combat, on arrive déjà sur les blessures. Mais qu'est-ce qu'on voit tout de suite sur les blessures? C'est que quand vous prenez une blessure, donc un tir, une balle, un coup de couteau, enfin pas un coup de couteau, c'est un peu différent, mais une balle, un shrapnel d'explosion, ou ce que vous voulez, vous lancez 2d6 ça sur la table de sévérité. Si vous faites entre 2 et 3, votre personnage est mort. Point, terminé. Et ça, c'est pour chaque blessure que vous prenez. Si vous prenez une blessure sévère, en fait, sévère, bah, vous êtes HS, machin, et vous êtes bon pour rentrer aux États-Unis et raconter votre aventure, votre guerre en Europe. Hein, parce que c'est un jeu qui se joue en Europe, on n'est pas dans le Pacifique ici. Et comme disait Patton, au moins vous pourrez raconter à votre petit-fils que vous étiez avec Patton et non pas en train de charrier de la merde dans le Kansas. Voilà. Donc vous avez une table de blessures, vous voyez, c'est assez mortel. Hein. Une blessure, si vous faites 6 ou moins, votre personnage, c'est terminé. Ça, hein, et donc pour vous dire, nous quand on y jouait, eh ben, on avait quoi? On avait en fait, on joue en général un commando, hein, parce que ça s'appelle Behind Enemy Lines, hein, donc derrière les lignes ennemies. Et donc, ben, apprêtez-vous à jouer, à ne pas trop vous attacher à votre personnage et à jouer d'autres membres du commando, d'autres membres du squad pour remplacer les pertes. Hein. Voilà. Mais c'était assez complet. Hein, donc là, vous aviez toutes les règles sur les mouvements. Les obstacles,
toute une partie. Alors, vous voyez, on n'est toujours pas venu au combat, on est venu au sighting. Donc le sighting pour repérer l'ennemi, vous aviez une table, si vous repérez un homme, un groupe d'hommes, une voiture, un camion ou un tank, un bâtiment avec un seul étage, un bâtiment avec plusieurs étages, et sa distance en yard. Et vous voyez, vous avez un bonus par rapport le sighting, et toutes les actions, en fait, c'est 2d6, et il faut battre, effectivement, euh, la difficulté qui va être fixée. Donc vous aviez, vous voyez, toutes les tables de sighting qui étaient là, en fonction si la cible marche ou pas, etc., etc. C'est assez détaillé à ce niveau-là. Le mouvement de nuit, le combat, la surprise, parce que quand vous allez jouer des commandos, bah, peut-être faut-il mieux surprendre l'ennemi que l'être vous-même. Vous aviez les règles pour ça, les règles pour le temps. Donc en fonction vous aviez le temps, enfin, rien que le lever du soleil et le coucher, vous aviez tout un calendrier pour vous dire à quelle heure le soleil se lève, à quelle heure se couche, et les nuits de pleine lune. Voilà. La température, voilà. Et enfin, on arrive au combat. Alors le combat, comme vous voyez, par exemple, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, un tir, par exemple, à portée moyenne, bah en fait, avec vos 2d6, il faut faire 10 ou plus, mais à cela, vous allez appliquer des modificateurs à cette difficulté, dont votre talent avec l'arme. Si vous avez 2, par exemple, en talent, bah, sur 2d6, il faut faire 8. Hein. On peut monter jusqu'à 6. Hein. Voilà. En sachant que vous aviez, encore une fois que c'était un peu le bordel, la table pour si vous êtes caché en fait derrière un muret, hein, ce qu'on appelle le hard cover, derrière quelque chose qui vous protège réellement, et bien en fait la table elle est beaucoup plus méchante si vous êtes touché. On a beaucoup moins de chances de vous toucher, hein, vous avez la table ici pour les toucher, mais par contre si on vous touche, eh ben, sur 2 et 6, en fait, vous êtes tué instantanément parce qu'on estime qu'il n'y a que la tête qui dépassait et que vous venez de vous prendre une balle en pleine tronche, ce qui est toujours désagréable. Voilà. Random fire, c'est-à-dire en fait le tir enfin pas un peu au hasard, dans la direction de l'ennemi, en fonction du nombre d'hommes qui tirent, on vous donne comment dire, si c'est un tir heavy, donc un tir nourri, ou jusqu'à un tir léger, et en fonction de ça, bah, vous allez regarder si vous allez toucher. Hein. Donc, par exemple, bon, vous avez toutes les règles qui sont ici, en fonction du nombre d'hommes qui vont tirer. Admettons qu'on vous ait repéré, vous avez des sentinelles qui ouvrent le feu dans votre direction, sans vraiment vous voir, ça c'est du random fire, par exemple. Voilà. Et je continue. Je continue avec donc vous voyez, on a un peu tout ce qui peut amener dans un jeu vraiment orienté guerre, Seconde Guerre mondiale. Vous avez les tirs d'artillerie, qu'est-ce que ça va donner en fonction de où vous vous trouvez. Si en fait vous êtes caché vous êtes dans un immeuble alors que le village est bombardé, par exemple, oui, vous avez les pertes, hein, les pertes à l'intérieur de l'immeuble, si vous êtes touché ou pas, combien de blessures vous allez prendre, vous avez un tas de trucs comme ça. Les tirs de mortier, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les grenades, hein, les grenades selon que vous la lancez, est-ce qu'elle va tomber au bon endroit ou pas? Bon, ça c'est un peu plus classique, on le trouve dans beaucoup de jeux de rôle à l'heure actuelle. Mais on a quand même des trucs un peu plus spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, par exemple, avec les fusils à grenades. Hein, les grenades à fusil, c'était une grenade qu'on mettait au bout du fusil, donc avec une portée différente et également les chances de toucher ou de dispersion différentes de la grenade classique. Bien sûr, vous avez... Alors, les armes, elles sont relativement réduites. Hein, vous avez une page des armes avec la portée et donc au-dessus la difficulté qui va être demandée en fonction de la portée. Donc, ces munitions, comment elles sont organisées, parce que vous pouvez avoir aussi les tirs en full automatique ou pas, avec les gens une Thompson, les lance-flammes, l'utilisation des lance-flammes, le combat à corps qui est un peu différent des autres, c'est-à-dire que des jeux qu'on a l'habitude de jouer, c'est-à-dire que le combat au corps à corps, c'est simultané. Les deux protagonistes vont faire un jet de dés, comparé, d'ailleurs le poids rentre en compte, hein, le poids de chaque protagoniste
rentre en compte, de chaque combattant rentre en compte. Et à la fin, grosso modo, si vous avez touché, vous allez lancer 2d6 là-dessus. Enfin non, c'est 1d6, je crois. C'est 1d6, mais il peut être modifié. Donc, et c'est en fonction de si vous êtes à main nue, si vous avez un club, donc genre une massue, hein, donc ça peut être une crosse, par exemple, un couteau ou une baïonnette. Et là, bah, par exemple, si vous avez une baïonnette, hein, alors non, ça va être 2d6, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe, si vous faites un résultat entre 2 et 5, vous avez tué ou vous êtes tué. Les modificateurs de parade en fonction de si vous êtes à main nue contre une baïonnette, par exemple, ce qui est un peu chiant pour parer, hein, je vous l'accorde. Bien sûr, vous allez avoir la règle pour les tanks. Alors, vous avez la règle pour les chars, hein, qui vont, avec toutes les règles possibles, c'est-à-dire au niveau des tirs, si vous utilisez le... Enfin, si, en général, vous n'avez pas de char. Hein. En général, ça va être plutôt les PNJ, mais admettons, hein, échanger les uniformes, je ne dis pas, mais échanger les véhicules, je ne dis pas, mais pour les uniformes, non, c'est le contraire. Échanger les uniformes, je ne dis pas, mais par contre, ce tigre, il est beau comme un tigre du Bengale, vous trouverez la référence à laquelle je fais allusion. Alors les tanks, effectivement, vous allez pouvoir tirer des obus explosifs qui vont du coup être considérés comme de l'artillerie. Vous avez les différents blindés avec leur blindage. Alors, à noter que le combat char contre char est réduit et simplifié au maximum. Hein. On considère que tout canon pénètre tout canon de char pénètre n'importe quel autre char. Ce qui n'était quand même pas tout à fait vrai, surtout quand vous étiez dans un Sherman face à un Tigre ou à une 10. C'était pas... Il fallait l'avoir par le cul. Voilà, donc les caractéristiques, les armes anti-char, là par contre c'est beaucoup plus détaillé, parce que là vous allez être... vos personnages vont être plus à même à avoir des armes anti-char. Et là... On passe, en fait, en fonction de la pénétration de l'arme, alors on va du bazooka au cocktail Molotov, en passant par le Panzerfaust, le Panzerschreck, et même les canons de flak, ou les canons de DCA en français. Par rapport sur un char, vous allez regarder, en fait, si vous touchez, si vous pénétrez l'armure, et les chars, effectivement, ont une armure différente en fonction de d'où vous leur tirez dessus, si vous tirez de face, de côté, de dos, etc. À noter une règle aussi assez... on est dans la guerre, donc j'ai un peu de mal de dire amusante, mais assez, on va dire, originale. Votre poids va déterminer l'épaisseur de votre corps. Vous allez me dire pourquoi on détermine l'épaisseur du corps dans un jeu. Eh bien parce que, en fait, chaque blindé a sa garde au sol. Et en fait, sa hauteur. Et si... Vous voyez, 15 pouces, 15 pouces, 13 pouces... Ça, c'est la garde au sol. Et si vous essayez de vous glisser entre les chenilles d'un char au milieu pour passer au milieu, eh ben, selon l'épaisseur de votre corps, vous passez ou vous ne passez pas. C'est quand même assez original comme règle. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les tables d'événements. Alors, alors, je ne sais plus combien d'événements vous tirez par jour ou par heure. Mais bref, vous avez une table ici où vous allez lancer 2d6. En fonction de la concentration ennemie, il va y avoir un bonus. Et si vous tombez sur un tiret, bah, il n'y a pas de rencontre particulière. Sinon, vous allez devoir tirer sur une table de terrain, sur une table générale ou sur une table d'ennemis. Et c'est là que viendra en jeu le livret des événements, des rencontres. Voilà. Un chapitre voilà, les qualités de troupes avec leur morale afférent, l'interrogation et les rumeurs, comment ça se passe, la communication, les médailles que vous pouvez gagner si vous revenez vivant, les mines, l'équipement, les explosions avec les explosifs. Vous voyez, on a énormément de... Alors là, on va même jusqu'à, effectivement, la torpille Bangalore, la dynamite, le plastique. Un petit chapitre sur les paras, hein, quand vous faites un saut.
Comment survivre, alors les Rangers américains, comment survivre effectivement derrière les lignes ennemies avec quelques conseils, parce que ça va pas être simple. Et puis on termine le bouquin par une liste d'armes, d'équipements pour vos soldats et pour l'ennemi. Ah, Mauser C96. Mauser C96, la base pour le blaster de Han Solo, en passant. Voilà, et là on termine en gros la première partie de la présentation avec le premier bouquin. Alors pour le reste, ça va être un peu plus rapide. Là, vous avez l'étape d'événements, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors il y en a pas mal, hein, vous voyez. Vous avez des événements en forêt, des événements sur route, des événements en ville, des événements dans une ferme. Hedgerow, c'est les... en Normandie, le bocage. Les haies, c'est ça. Les blindés ennemis, vous voyez, vous avez énormément de tables qui se passent en fonction de... Donc là, vous avez des règles pour les utiliser. Donc, par exemple, dans les bois, vous pouvez tomber sur une patrouille allemande, des snipers aussi. Vous pouvez trouver... Alors là, si on tape après dans... qu'est-ce qui se passe sur une route? Alors, vous en avez plusieurs. Hein. Table 4, par exemple, si vous êtes une route près des positions ennemies. La table 5, c'est que si vous approchez d'un pont. La table 3, c'est une route forestière, etc. Donc, si vous atterrissez d'un pont, par exemple... vous pouvez tomber sur une colonne allemande qui est en train de traverser le pont, ou sur rien du tout, ou, par exemple, 2D6 d'ingénieurs qui sont en train de travailler sur le pont, qui sont en train d'attacher des paquets sur les pylônes. À mon avis, c'est pas des paquets de bonbons. Voilà, voilà. Vous voyez, donc toutes les tables sont ici regroupées dans ce bouquin. Donc les tables de fortification que vous avez également ici. Donc des barbelés, un champ de mine, un mur. Donc en fait, tout ça, ça va quand même permettre à prêtre de jeu de construire en fait ses rencontres, de construire son environnement et donner vie en fait au champ de bataille. Alors c'est marrant, je vous parle de ça d'aujourd'hui parce que vous verrez, je vais vous parler d'une autre vidéo. Dans une autre vidéo, je vous parlais d'un autre jeu et mine de rien, alors ça se rapproche quand même de ce qu'on faisait déjà, comme quoi on améliore sans doute les choses, mais on n'invente pas grand-chose, mine de rien, par rapport à ce jeu. Et enfin, vous avez le livre des missions. Alors le livre des missions, comme je vous l'ai dit, il y a 3 missions, donc c'est 3 scénarios complets. Sachant que j'ai relu un peu le premier, les noms des villes et des villages sont complètement fantaisistes. Hein. Ils n'existent pas. Bayenne n'existe pas, par exemple. Donc vous avez 3 missions dans les mâchoires du piège, la patrouille longue et la sauvegarde, les secours qui arrivent du ciel. Voilà, vous avez 3. Et vous avez à la fin, effectivement, des incidents qui sont pas vraiment des scénarios, mais des grosses rencontres pour agrémenter éventuellement vos parties. Voilà, donc vous avez le briefing. Alors à chaque fois, ça va se passer derrière les lignes ennemies, dont le nom du jeu. Et vous êtes donc plus à jouer plutôt des commandos plutôt que des privates standards. Vous voyez, par exemple, là, vous avez un pont, la longue patrouille, avec des tables d'événements propres au scénario. Oui, donc c'était assez complet. Hein, moi, pas pour rien, en fait, qu'il avait obtenu un prix à son époque. Alors maintenant, il accuse effectivement son âge. À noter que, à la fin, vous avez toute une liste de NPC avec, vous voyez, vous en avez plein. Vous en avez plein. Et en fait, ça, c'est pas mal parce qu'en fait, plutôt que d'en inventer à la volée, votre MJ va pouvoir taper là-dedans. Et vous allez hurler, mais vous voyez pourquoi moi je déteste le papier glacé, parce que quand j'avais noté des trucs au crayon de papier dessus, c'était ceux que j'avais pris, et visiblement il y en a qui ceux qui sont barrés, je pense qu'ils sont morts. Voilà. Et donc voilà en fait la présentation de Beyond Enemy Lines, hein, donc mon archéo-roulis du jour avec ces 3 bouquins. Et ces cartes tactiques, hein, je ne vais pas vous remonter le tout,
Mais voilà. Donc voilà, Behind Enemy Line, je vais vous faire quand même une petite conclusion, comme d'habitude. Alors ma petite conclusion sur Behind Enemy Line, en fait, c'était... Enfin déjà, je veux pas en faire une... comment dire, un avis. Je vais simplement vous dire que moi, j'y ai joué à l'époque, c'était quand même assez sympa, on a fait quelques parties, on s'était bien amusé avec le jeu. Je voulais en parler aujourd'hui, effectivement, avec les commémorations du D-Day. C'était un peu ma manière de rendre hommage à ce qui s'est passé il y a 80 ans avec ce jeu de rôle. La gamme, il y a eu pour la première édition en tout cas, il y a eu deux suppléments, un pour jouer, enfin un supplément, un pour jouer les commandos britanniques et un autre qui était un gros scénario qui était tout simplement les canons de Navarone. Donc voilà, par contre, alors c'est un système qui est vachement punitif, vachement mortel, hein, j'aime pas le mot là, mais dans un jeu de rôle, qui est assez réaliste, hein, vous prenez une balle, ça va mal se passer, à moins que vous ayez du bol. Et donc en fait, on est vraiment dans du... on va être plus dans il faut sauver le soldat Ryan et Fury, plutôt que dans de l'or pour les braves, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, en tout cas, Behind Enemy Line, le premier jeu de rôle sur la Seconde Guerre, avec comme thème la Seconde Guerre mondiale, édité par FASA en 1982. C'était mon Archéo Roulis du jour. Et je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous souhaite de bons jeux, une bonne santé, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.